On va démarrer par le calendrier économique là pour la semaine qui arrive. Donc demain c'est férié, vous le savez, on l'avait évoqué la semaine dernière. Donc demain il n'y a pas le marché ne sera pas ouvert. Enfin, moi je vous déconseille de trader sur Ah ouais? marché D'accord. fermé. Oui, oui. De toute façon D'accord. déjà ça vous comptera pas un jour chez Apex, donc ça Ouais. sert absolument à rien. Et puis, je sais pas, quand on travaille, si c'est férié, on va Ouais, pas on va pas ok. travailler. En fait, on est Ouais, content, ouais. on en profite. Ben là, c'est pareil. Donc du coup, profitez-en pour couper, profitez-en pour souffler. Euh, donc voilà. Donc, hop, on va juste faire le filtre. D'accord. Bon, ben. Parce que moi, honnêtement, c'est la première fois qu'il me tarde le lundi, hein. Ouais, sincèrement, ouais. Pourquoi? Ah, Avant, j'aimais bien mon week-end, mais maintenant, j'aime bien le lundi quand. quand ça reprend. Voilà. Ouais, ouais. C'est une forme tu vois, d'addiction un petit peu, je dirais. Allez, donc bon, on aura quand même à 15h30 un discours de Harker, à 16h20, pardon, un discours de Bowman, et on aura des marchés qui seront fermés à la clôture européenne, puisque dès que les Européens clôtureront à 19h, ça s'arrêtera pour nos amis américains. On va avoir mardi 18 février. Donc 14h30, l'indice manufacturier, bon je me le marque quand même, mais comme je vais pas pouvoir vous le faire la semaine prochaine, je sais pas si je reviendrai jusque là pour le suivant. 16h, non, 16h20, discours de Dali, 16h20. Les T-bills là sont trop courts. Le vice-président, monsieur Barr, qui s'exprime, donc on a dit à 19h, discours de Barr. On aura environ, après, on ne sait pas trop à quelle heure, un discours de Trump. Normalement, il me semble que c'est vers 20h, 18 février, 21h. Donc vers 21h à peu près, on va avoir le discours de Trump. Très attendu forcément, Trump, notamment pour parler des taxes, où on va voir qui ont encore quand même un enjeu sur le marché. Achat étranger de type bonne, ça ira, 22h, on sera bon. Mercredi 19, mercredi 19, on va avoir 14h30. 14h55 Redbook, les ventes au détail. On va avoir 16h30 le GDP d'Atlanta. On aura également donc 19h, cette fois-ci, les obligations 20 ans. Donc celles-ci auront beaucoup plus d'importance. Je pensais que Wanadu n'existait plus, incroyable. C'est Wanadu, je n'ai pas compris la blague sur Wanadu. 20h. Minutes de la Fed. Donc là, les minutes de la Fed, c'est, vous vous souvenez, hein, c'est le compte rendu de la réunion, c'est ce qu'ils se sont dit pendant la dernière réunion. Donc quand même, ça peut secouer un peu, ça bougera quand même pas mal, mais c'est assez linéaire. Ça va pas un peu dans tous les sens comme le FOMC, c'est assez dans le même sens.
Jeudi 14h30, on retrouvera comme d'habitude les inscriptions au chômage. On va avoir surtout en même temps l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie. Bon, ça ira. Tac, 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 tac. On est bon. C'est toi qui tapes? Oui, pardon. Merci. Euh, C'est quoi, inscription au chômage? C'était à 14h30, c'est ça? 14h30, tous les Merci. jeudis, 14h30, Merci. de toute façon. Voilà. On va avoir l'emploi de Philadelphie et tout ça en même temps. 15h35, Goldsby. Lui, il fait bouger quand même. Oui, ça dépend de ce qu'il dit. Il peut faire bouger. 16h, bon, ça sera noyé dans la bougie de 16h, mais les indicateurs avancés, ça peut avoir une importance, surtout qu'on va voir après, ce qu'on peut ressentir du marché. 4 semaines, 8 semaines. Tac, 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 tac. 19h. 19h, on va avoir les tips 30 ans. Alors, les tips 30 ans. 20h30. Discours de Jefferson. Et on sera bon. Vendredi, PMI manufacturier. 15h45. Alors attention, hein, 15h45, le marché sera ouvert quand on aura les PMI services. PMI manufacturier et services. Donc c'est surtout services, hein, puisqu'on est dans une société de services. Hein, donc, mais cette fois-ci, ils arrivent les deux ensemble en même temps. Généralement, ils sont décalés d'un jour. Là, on va avoir les deux en même temps. Donc, une bougie qui devrait bien secouer quand même. À 15h45 vendredi, vraiment protégez-vous. Deux sens, dans les deux sens? Elle devrait, ouais, elle peut aller dans les deux sens, donc il faut faire attention. Merci, merci. Tombez pas dans le piège. Laissez vraiment le marché respirer après la publication de la bougie, même à 46, 47, laissez-lui le temps de bien revenir. Et même après, on va avoir à 16h, donc les anticipations d'inflation de l'indice Michigan. Donc ça sera la même bougie que celle qui nous a tué la dernière fois, parce que j'avais oublié que c'était 16h. Donc ça, Michigan, anticipation d'inflation. Donc là, hyper important, pareil. À 17h30, on aura donc encore Jefferson. Même si ça m'étonnerait qu'il inquiète trop le marché, puisque le marché se fout un peu de ce qu'il pense. Et voilà, on sera bon. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine. Ok. On va dire. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé la semaine dernière et qu'est-ce qu'il s'est passé notamment sur les marchés? Si on vient dans la psychologie de marché, c'est là où vous allez voir tout l'intérêt de se demander un petit peu dans quelle psychologie est le marché chaque semaine. C'est que, on avait une publication, on avait deux étapes importantes. La première, c'était dans la semaine qui vient de passer, les interventions de Powell mardi et mercredi, mais surtout celle de mercredi qui tombait en même temps que l'IPC Core. L'IPC, donc le CPI, le Index Price Consumer, donc l'indice des prix à la consommation des ménages, ça c'est pas la mesure préférée de la Fed, d'accord? Donc on sait que la mesure préférée de la Fed, la mesure que regarde le plus la Fed, c'est le PCE, hein, c'est en fait la seule différence, si vous voulez, c'est de savoir si le PCE, c'est vraiment les produits phares les plus consommés,
alors que le CPI, c'est un ensemble de produits qui n'est pas forcément dans ceux les plus consommés par les ménages, mais c'est vraiment plus lié au panier moyen des ménages, en fait, d'accord? Donc, la Fed s'attarde plus précisément sur le plus consommé et pas au panier moyen. Mais cet indice de panier moyen nous donne quand même, il y a des éléments qui sont intégrés. Si quand même il n'existe pas pour rien, hein, sinon on ne le publierait plus. Donc si quand même on le publie, il a un intérêt. Et cet intérêt, c'est aussi en partie de pouvoir anticiper, de pouvoir voir qu'est-ce qui peut se passer dans la semaine, en prévision, hein, qu'est-ce qui peut arriver comme PCE dans la semaine d'après ou dans les 15 jours qui arrivent. Donc, on est toujours dans cette tentative d'anticipation, de découverte, de savoir qu'est-ce qui pourra être publié. Et là, vous voyez bien que on a le marché prévisionnel, donc on avait un prévisionnel dans le CPI de 3,1. On est sorti à 3,03. On avait un prévisionnel de 0,3, on est sorti à 0,4. Donc, en gros, on voit bien que tous les chiffres sont en vert, donc tous les chiffres sont en augmentation. Pourquoi ils sont en vert et pas en rouge alors qu'ils augmentent et que nous, on sait que c'est pas vraiment ce que veut la Fed, tout simplement parce que normalement, c'est assez positif qu'on ait de l'inflation, puisque l'inflation est générateur de croissance. Donc là, à aujourd'hui, c'est quelque chose qui aurait dû être analysé par les marchés comme quelque chose de négatif, et puisque le marché aurait dû voir cela comme un manque de pouvoir baisser les taux par la Fed, d'accord, toujours, et de prévision de PCE en augmentation. Et donc, on voit bien que sur cette semaine, on est vraiment sur un marché complètement baissier, hein, qui a bien intégré cette possibilité d'inflation, et donc qui se fout royalement de tout ce qui peut se passer. Je ne sais pas quelle information, quelle nouvelle peut faire finalement un petit peu dégonfler ce marché. On voit bien que le marché ne fait presque que monter. Il est monté sur rien le lundi tout seul jusqu'aux 21 900 points. Au moment de la publication, il est parti plutôt plein sud le mercredi, on le voit bien ici. Et il a tout rattrapé et il a fini même par aller chercher les plus hauts, puisqu'il est allé bloquer, regardez la zone bloquante que nous, on avait identifiée sur le dernier travail des cartes. Pourquoi il peut se comporter comme ça? Donc, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que donc l'indice CPI qui a été publié n'était pas vraiment bon, hein. Donc ça, effectivement, c'est l'effet de cette bougie qui est donc ressortie plutôt à la baisse, hein, clairement, le mercredi. Mais le marché, en ce moment, digère très rapidement, pour pas dire presque trop rapidement, les mauvaises nouvelles, ou les nouvelles qui ne vont pas dans son sens. C'est-à-dire que en fait, les nouvelles qui sont positives et qui devraient mettre la pression sur la Fed pour pouvoir reprendre une baisse de taux sont analysées pour partir à l'achat, et les nouvelles qui sont menaçantes sur l'inflation et qui génèrent du coup le fait que la Fed sera plus longtemps dans un marché, dans des taux plus élevés, donne la sensation, donne l'envie au marché de penser que cela va générer de la croissance pour les entreprises, va générer des résultats d'entreprise plus positifs, et finalement n'arrive pas à faire dégonfler un petit peu ce marché et le faire reculer. Lundi, l'information sur laquelle on aurait pu se baser, notamment dans cette semaine-là, c'est également l'information que l'on avait sur les prix à la production. Donc c'était tout à fait lié, les deux étaient liés. Les prix à la production jeudi étaient fortement liés donc au CPI, et après vendredi, on a eu les ventes au détail. Donc
en fait, je vais vous faire un petit résumé de la semaine plutôt que de le faire jour par jour. Mais en gros, dans la psychologie de marché, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu une inflation plus élevée que ce que l'on devrait pricer ou ce que l'on devrait attendre et vouloir par le marché. On a eu des prix à la production qui sortent plus élevés qu'attendu par le marché, puisque au lieu de 3,3, on était à 3,6. On a des inscriptions au chômage qui sont dans des scores presque des plus bas que l'on peut attendre. Alors si on arrivait vers les 200 000, on se rapproche de plus en plus vers les 200 000 et on arrive vers les 200 000, à 213 000. On est encore plus bas que la semaine d'avant, encore plus bas que le prévisionnel. Et donc, on arrive à faire du 213 000. Si on fait du 200 000, ce ne serait pas vu depuis un nombre d'années incroyable. Donc, le marché a tous les indicateurs qui lui montrent que la Fed n'a aucune urgence de baisser ses taux. Il a tout ce qui est en place pour lui montrer que la Fed est encore en train d'essayer de ralentir cette économie. Et lui, il interprète d'une autre manière. Et là, c'est hyper intéressant sur les prix à la production. Pourquoi? Parce que les prix à la production, au début, pareil que la veille, on a eu des prix à la production qui sont publiés. À l'instant T où ils sont publiés, on a un marché qui rend et qui descend, plutôt, qui est plutôt baissier sur la statistique. Et puis après, on a le marché qui réavale tout et qui part plein nord. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était assez surprenant dans le rapport, c'est que il y a eu une révision. Dans le rapport publié de jeudi dernier, il y a eu une révision du mois d'avant. Donc, c'est-à-dire qu'en février, forcément, ils publient les prix à la production de janvier, c'est toujours un mois après. Et donc, dans ce rapport de janvier, il y a eu une correction du mois de décembre. Donc, le mois de décembre était sorti à 0% de 0,0, une évolution flat complète du prix à la production. Et donc, du coup, ils ont réévalué ces prix à la production et ils ont dit qu'en fait, ils ont modifié le rapport du mois de décembre pour le sortir avec une légère marge d'erreur, puisqu'ils sont passés de 0,0 à 0,4. Donc, imaginez si on avait eu le 0,4 de différence à la place de 0 au mois de décembre, ce qui se serait passé. Quand on voit qu'au mois de décembre, ce qu'était le marché, quand on voit ce qu'était le marché au mois de décembre, imaginez si on avait eu des prix à la production qui, eux, avaient été publiés à 0,4 au lieu de 0,0. Et donc, parce que ça veut dire que les prix à la production, le coût de la production, favorise l'inflation, pèse dans la mesure de l'inflation. On est d'accord? Et donc, en fait, eux, ils nous ont dit, on est, au lieu de 0,0, on est à 0,4. Et donc, ce qui fait que, finalement, ça a eu un effet de dire au marché, en fait, la statistique qui était attendue pour le mois de janvier ne pouvait pas être dans les 0,3 attendus, puisqu'on n'était pas à 0,0 le mois d'avant, mais on était à 0,4. Et donc, finalement, sortir à 0,4 sur le mois de janvier, c'est comme si on était sorti flat, on était sorti à la même zone, voire même avec un léger recul sur le 0,3 dans l'IPP Core sur le mois de janvier. Donc en fait, le marché il a analysé cette situation comme le fait que le prix à la production finalement reculait et était moins puissant, moins pesant sur les prix du mois de janvier par rapport au mois de décembre. Donc, ce qui fait qu'il est parti plein nord. Il a interprété ça comme une très bonne nouvelle. Mais il n'a jamais tenu compte que le mois de décembre, du coup, personne ne l'a pricé, quoi. C'est-à-dire, au mois de décembre, on a acheté le 0,0 et au mois de février, on nous dit « Ah bon, en décembre, on s'est trompé, c'était pas 0,0, c'était 0,4. Mais comme on vient d'avoir 0,3, on se dit « C'est génial, on achète aussi. » C'est quand même vraiment
l'état d'esprit là du marché, c'est que rien ne peut le freiner. Rien ne l'arrête. Il n'ira que plein nord et rien ne l'arrêtera, qu'il y ait des bonnes nouvelles, qu'il y ait des mauvaises nouvelles. Il a décidé que quand on a des nouvelles comme DeepSeek, bon, ben, on plonge, mais hop, on le récupère assez rapidement finalement. Ça dure en 2-3 jours, même pas une semaine, on est revenu. Quand on a Trump qui lance les premières sanctions de douane, hop, en une semaine, on est revenu. Donc, en fait, chaque fois, le lundi, on a un gros rouge, mais le vendredi, on est au même niveau. Et là, on a eu un gros rouge un gros bleu dès le lundi. On a eu le rouge le mercredi, mais dès la journée déjà, dans la journée même du mercredi, on avait récupéré notre rouge. Et le jeudi, alors là, festival, vendredi, on a continué dans le même sens. Et pourquoi vendredi, on a continué dans le même sens? C'est parce que les statistiques qui nous ont été données au niveau des ventes au détail, elles, montrent qu'il y a un ralentissement assez marqué des ventes au détail, puisqu'on était à 0,7 le mois d'avant, on attendait 0,3 et on a fait moins 0,4. Donc, du coup, finalement, on se dit, ben, c'est génial, le consommateur américain consomme moins, on a moins de ventes au détail, et donc, c'est ce que veut la Fed, et elle va devoir, à un moment donné, intervenir pour ne pas laisser l'économie trop s'enrayer non plus. Donc, en fait, quand on a des statistiques qui nous montrent que les ventes au détail ne sont pas bonnes, quand on a, rappelez-vous, la période de publication des résultats avec des entreprises qui communiquent que leurs résultats prévisionnels, leur guidance, leur objectif de résultat pour le trimestre, le T1 de 2025, est moins fort, moins élevé que les attentes prévues par le marché. Ça fait monter le marché, parce qu'on se dit, c'est génial, si effectivement l'économie ralentit, la Fed baissera les taux. Et de l'autre côté, quand on a un prix à la production qui sortait, qui a été révisé et qui finalement, il y a eu une mauvaise communication, on ne nous a pas donné le bon chiffre, et maintenant il y a un nouveau chiffrage qui est fait, et que finalement sur le mois de janvier on sort un peu plus bas que le mois de décembre, eh bien on va aller gratter cette ligne-là qui dit que en décembre, c'était 0,4, mais janvier, regarde, c'est 0,3. Donc, quand même, finalement, on voit le verre à moitié plein, enfin, même pas à moitié. On voit bien le verre, on voit que le positif, c'est-à-dire on voit même pas le reste. Et donc, on achète. Quand on a, par contre, le CPI qui, lui, augmente, là, on se dit quoi? On se dit, écoutez, en même temps, la dernière montée que l'on avait eue, la dernière statistique CPI que l'on avait sur le mois de décembre, donc en janvier, que l'on a eu en janvier, regardez, si je le mets, on l'a eu ici, elle était plus basse que les attentes le 15 janvier, elle était en dessous des attentes, le marché était fortement monté le 15 janvier, si on y va, vous le verrez, c'était assez marquant ce jour-là, ça avait été une journée, voilà, on devait être par là, voilà, ici, voilà les flèches que l'on a eues le 15 janvier en 1 heure. Et donc ça, le CPI était sorti plus faible qu'attendu, on était parti à la hausse. Et là, quand il sort plus élevé qu'attendu, on se dit, ouais, mais quand le CPI est sorti plus faible qu'attendu, derrière le PCE, il n'était pas sorti plus faible qu'attendu. Alors là, s'il faut, le CPI, il est plus fort qu'attendu, mais le PCE, lui, il ne sera pas plus fort qu'attendu, peut-être. Donc, on l'occulte. On fait comme si on ne le voyait pas. Mais donc, pourquoi on publie la statistique du CPI, en fait? Puisque si tout le monde s'en fout, et si quand elle sort plus élevée, on ne la regarde pas, et c'est juste quand elle sort plus faible qu'on se met tous à acheter, du coup, je ne comprends plus trop l'intérêt de la statistique. Et on va chercher ça, pourquoi? Parce qu'on se dit que les composantes du CPI et des prix à la production, les deux composantes, donc sans trop rentrer non plus dans la technicité si vous le souhaitez ou comme vous voulez, mais en gros, que les composantes de ces deux statistiques-là, le CPI, les parties du CPI qui ne sont pas en inflation, qui ne sont pas en augmentation,
sont celles que l'on va retrouver en partie dans le PCE. Et celles qui augmentent le plus, c'est celles qu'on ne va pas retrouver dans le PCE. Et de l'autre côté, dans les prix à la production, pareillement, les prix à la production, jusqu'à maintenant, les prix à la production, et notamment au niveau de l'énergie, étaient sur ceux qui aidaient l'inflation à baisser. Et maintenant, on considère que finalement, la Fed se concentre essentiellement sur le PCE core, donc comme on dit toujours, hors énergie, hors inflation, et que hors énergie, pardon, et hors alimentation première nécessité. Donc, il va vraiment aller chercher les éléments de service, hein, ce qui s'ancre le plus dans le hors énergie, hors matière première. Et donc, on va considérer que dans les prix à la production, c'est ces éléments-là, de par l'effet sur le gaz, il y a une très grosse augmentation du prix du gaz, il y a des très grosses augmentations de certains prix, notamment comme le cours du pétrole, etc., liées, du moins aux Américains, liées aux sanctions que prévoit Trump, qui fait qu'on retrouve une augmentation des prix à la production peut-être plus forte que celle que l'on aura réellement. Donc, en fait, même quand on a un mauvais chiffre, on a envie de lui trouver un bon sens, quoi. Voilà, on a envie Bad news is good news, c'est ça? Ouais, là, c'est plus que le bad news is good news. C'est-à-dire que là non. Là, le bad news is good news, c'est quand on dit si on a un mauvais résultat, par exemple, si on a une mauvaise croissance, donc normalement, c'est pas une bonne nouvelle, mais là, ça devient une bonne nouvelle parce que ça va forcer la Fed à prendre des décisions. Mais quand on a normalement des chiffres d'inflation qui, eux, ne sont pas dans le sens d'un ralentissement de l'inflation, je rappelle que la Fed, son principal combat, c'est 1, l'inflation, 2, l'emploi. D'accord? Et donc, on a des chiffres qui ne vont pas dans le sens de la Fed, et on a le marché qui dit, bah, génial, on achète. Donc là, c'est plus du bad news is good news. Là, c'est de la bad news économique. C'est un peu de l'incohérence. C'est-à-dire qu'on a un Powell qui nous explique que les actifs coûtent cher. On a un Powell qui dit à tout qui veut l'entendre, dès qu'on lui tend un micro, qu'ils ne sont pas pressés de baisser les taux. On a des stats d'inflation qui sortent le 15 janvier, 0,1% en dessous le CPI, et le CPI, on se dit, c'est pas la mesure que la Fed regarde le plus, mais elle sort 0,1% en dessous, bouf, le marché explose à la hausse, le 15 janvier, donc on revient là. Hein. C'est ça qui est paradoxal. Voilà, on revient là, voilà le 15 janvier, là on a un CPI qui sort 0,1% en dessous des attentes, et on sait que ce n'est pas la statistique que regarde le plus la Fed, boum, on explose en disant si le CPI est plus bas, le PCE va être plus bas. Et puis après, un mois après, le 15 février ou le 12 février, on a un CPI plus élevé qu'attendu, ben là non. Là on dit non, mais c'est que le CPI, hein, c'est pas le PCE, calmez-vous, c'est pas grave. Bon, bah en gros, on achète tout le temps du coup. Voilà. Donc voilà pourquoi les vendeurs, voilà pourquoi il ne faut pas être vendeur. Voilà pourquoi les vendeurs perdent toujours. Est-ce que c'est sain? Non. Est-ce que ça gagne? Oui. Bon, ben, du coup, on s'en fout que ce soit pas sain. On est d'accord? Ouais. Voilà. Donc, est-ce que ce soir, on va regarder, on va se poser des questions, parce que comme je vais en profiter pour couper pendant 15 jours, on va pouvoir regarder et se poser un petit peu des questions sur là où en est le marché et pourquoi et comment, si on peut dire. Mais voilà, là, j'ai pas la sensation, quand je vois cette verticalité, regardez ça, quand on voit cette verticalité du marché, hein, c'est-à-dire que là, c'est même plus des marches, c'est que les pullbacks, il a du mal à les faire, quoi. C'est qu'on a ça, tac, tac, d'accord. Le seul jour qui était un peu secouant, c'est justement donc celui où le jeudi, où on avait cette publication qui
a été interprétée, en fait, qui n'était pas bonne pour le marché, mais qui a été interprétée par la force des choses de la bonne manière, et du coup, avec de la grosse liquidation. Et donc là, moi, là, je dis attention. Je me dis vraiment, faut faire attention. Alors, vous savez, je suis pas du tout shorter, je suis pas du tout prédicateur de la fin du monde, c'est pas du tout le délire, c'est pas du tout ce que je veux voir. Mais il y a plusieurs raisons qui font quand même que ça commence à être un petit peu dangereux, pour certaines parties. Alors nous, on n'est pas des swingers, ou on n'est pas des traders, donc on s'en fout. Hein, le marché, il peut se mettre à chuter s'il en a envie. Mais on a une partie qui est assez marquante, qui est assez... Alors, attendez, j'arrive pas à vous le montrer peut-être de manière un peu plus saine, un peu plus claire. Hop. On va le prendre comme ça. Hop. Alors, on va prendre que l'intérieur du graphique parce que le reste, on s'en fout. Hop. Et donc là, voilà, ce sera peut-être mieux. Donc là, vous le voyez? Vous voyez bien, hein, parce qu'avant, ça coupait. Ça fait rouge et vert. Voilà. Donc ça, c'est le VIX. Donc le VIX, c'est quoi? C'est l'indice qui mesure la volatilité sur le marché. OK? Donc, tout simplement, quand le marché est, comme ici, comme sur cette période-là, sur un marché qui est plat, hein, qui fait une phase un petit peu plus plate, c'est un marché qui peut aller toujours dans le même sens. OK? Quand on a cette grande mèche, par exemple ici, avec beaucoup de volatilité, ça, c'est quoi? Ça, ben, pour ceux qui l'ont vécu, c'est à votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qui a pu amener énormément de volatilité dans la dernière année, quoi? Le rapport FOMC, non, c'est pas ça? Non, c'est pas Trump, c'est pas le rapport FOMC non plus, puisque le FOMC, c'est quand même assez fréquent. Là, c'était vraiment sur un instant T. Un instant T, c'était très puissant. Et il est vite retombé d'ailleurs, tu le vois, puisqu'il a fait juste une mèche, mais le corps est lui beaucoup plus bas. Et c'était il y a quelques mois en arrière. Là, ça doit être du mois, là. Je pense que ça doit être du mensuel à peu près. Quel est l'événement que tu avais? La présidence de Trump? Quand Trump est passé président? Non. Quand Trump est passé président, on est plutôt sur cette mèche, rouge, là, je pense. Ou la guerre. L'attentat de Trump. Non. Là, ça, c'est le mois d'août. Le mois d'août. Les vacances. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, qu'il y a eu le problème avec Israël. Avec les Japonais. Microsoft ou je sais pas quoi, là. Avec les Japonais. Ouais, voilà, ça c'est le Japon qui a décidé de baisser ses taux. Ah non, c'est pas ça. Le Japon qui a décidé de baisser ses taux directeurs. Et donc, rappelez-vous, je vous avais dit dans le groupe, il y a énormément de volatilité, vous approchez pas, il y en a quelques-uns. C'est là où, justement... ça a swingé 1 ou 2 jours, ouais. Donc là, ça, c'est ça. Et là, le marché, il était quoi? Il était haussier ou il était baissier? Il est haussier. Il a vécu à ce moment-là. Ah, que ça descendait vers où? Voilà, elle descendait. Donc du coup, pourquoi je vous montre ça et pourquoi je voulais que vous le preniez, que vous l'aviez en tête, c'est que le VIX, il sert à quoi? Le VIX, il mesure la volatilité donc des marchés. Et en fait, le marché, il est volatile, il augmente en volatilité comme ça. Là, on va l'avoir là. Si on dézoome, on va avoir la même chose ici au niveau du Covid. On était même plus haut que ça. On était même à 80, on était même au-dessus de ça. Donc là, on est monté à 60 sur l'effet du Japon. Le marché, sinon, généralement, vous voyez, le VIX, il est plutôt sur une tendance baissière, c'est-à-dire que, bah oui, comme le marché ne fait que monter, ben forcément, lui, du coup, il descend. Pourquoi? Parce que le VIX, il sert aussi de couverture pour le marché. C'est-à-dire que quand le marché
des gaz, quand le marché peut vraiment liquider ses positions, le VIX, lui, va monter. Et donc, ce qui se fait au niveau des institutions, c'est qu'ils vont aller combler le gap des actions, puisque eux, ils ne peuvent pas, dès qu'il y a un peu de baisse sur les cours, des actions, liquider leurs actions. Ils ne vont pas toujours vendre leur portefeuille, d'accord ? Donc, des fois, au lieu de liquider le portefeuille, pour compenser la perte de l'action s'ils n'ont pas envie de la vendre, ils vont aller acheter le VIX, d'accord ? Et ils vont aller faire monter ce VIX, ok ? Pour compenser, en fait, ça, c'est un indice de volatilité, du coup, qui nous donne la volatilité entre ceux qui se battent pour faire que le marché reste en haut et ceux qui se battent pour le faire descendre, ok ? Et là, on voit bien qu'il est sur un point bas, le marché, on est d'accord ? C'est pour ça que dans la semaine, je vous disais, je me demande un peu où est la smart money. La smart money, c'est les institutionnels. C'est-à-dire que sur le secteur, sur le marché, il y a 3 acteurs. D'accord ? Il y a le premier acteur, c'est les banques centrales. La Fed, la BCE, le Trésor américain, les émetteurs d'obligations, les États. OK ? Les deuxièmes acteurs, ça va être la smart money. La smart money, c'est tout ce qui est fonds d'investissement, les gros portefeuilles, d'accord, institutionnels. Et après, il y a le particulier. Et quand, si vous voulez, on a un marché, on a 100 couvertures comme ça, d'accord, ok, et que donc on n'a pas, vous voyez, un VIX comme ça qui peut monter, qui peut être sur du 20-22, qui peut être par ici, et donc qui peut avoir un effet où on se dit que les institutions, quelque part, elles viennent protéger les positions qu'elles sont en train de prendre sur un marché qui est juste à moins de 1% du plus haut de tous les temps. Ça veut dire que là, regardez, si on prend ici donc on était au mois de décembre ici, si je regarde là, ce graphe, donc ici, 2, 3, 4, 5, là je pense qu'on est en semaine, 6, 7, 8, regardez, au mois de décembre, on était plutôt vers ici. Voilà, on était vers entre 20 et 24, ok ? Et pourtant, on était sur les plus hauts de tous les temps, ok ? Et on était très haussier, puisque c'était suite à l'élection de Trump. Mais là, on est plutôt au plus bas, d'accord ? Alors que on se rapproche du plus haut de tous les temps. Et ça, pour moi, c'est que du coup, les positions qui sont prises actuellement ne sont pas forcément assurées par les acteurs qui les prennent. Vous voyez ce que je veux dire ? Elles ne sont pas couvertes par les acteurs qui les prennent. Ça veut dire que potentiellement, ceux qui prennent ces positions-là, ils s'emballent un peu. Elles ne sont pas par la smart money. Elles ne sont pas par les plus gros acteurs. Donc, est-ce que quand les gros acteurs vont vraiment rentrer, ils vont rentrer dans le même sens ou pas ? Ça peut être une telle question. Pourquoi, effectivement, on peut aussi se demander les grosses bougies que l'on avait quand on était sur l'effet où le marché montait après le PPI, et souvenez-vous, le jeudi, ce qui nous a fait très mal, c'est que quand les bougies étaient rouges, elles étaient rouges de 50, 70 points, jusqu'à 80. Après elles remontaient. Moi, ça, pour moi, c'est la smart money. Quand d'un seul coup, il y a un mec qui peut appuyer sur le bouton et faire bouger le graphique de 50 points, c'est pas Michel à Saint-Estève. Ça, c'est sûr. Ça, je le sais. C'est pas Steven de chez lui. Donc, là, ça veut dire que, et ces bougies-là, elles n'allaient pas fort vers le haut. Elles étaient fort vers le bas. Ouais. Donc, est-ce que ces bougies-là, elles n'essayent pas de liquider certaines positions à des seuils intéressants, assez forts, avec beaucoup de contrats, et se dire, on verra plus tard si le VIX tient ou pas. Si le VIX ici tient et qu'il repart vers en haut, alors ça veut dire que le Nasdaq, lui, il va aller vers en bas, ok ? Soit il fera un plateau comme ça, d'accord ? Là, ça veut dire que le Nasdaq, il va continuer à aller bien vers le haut.
D'accord ? Alors, autre élément sur lequel il faut quand même pouvoir se poser des questions, c'est la valo des actifs qu'on achète. D'accord ? On est quand même sur un Nasdaq qui, lui, est situé à peu près 27 fois les bénéfices. Hein. Donc, alors, quand on dit le ratio, le Nasdaq il est à 27 et demi, à peu près 27 fois les bénéfices, on considère que c'est une bulle quand on arrive au-dessus de 25. D'accord ? Donc, là, on considère que ce n'est pas forcément une bulle telle qu'on l'entend, qu'on pourrait l'entendre de premier élément, parce que on va avoir, c'est quand même une tendance de changement. Donc, il y a plusieurs personnes qui voient que l'intelligence artificielle comme un changement économique. Un changement d'économie. On a eu la révolution, voilà, on a eu la révolution industrielle, on a eu la révolution pétrolière, et là c'est un peu pareil avec l'IA. Donc pour l'instant, c'est un peu fort de parler de bulle, mais reste que 27 fois et demi les bénéfices, c'est élevé. Est-ce que tout le monde est à l'aise quand on parle de dire le ratio, le nombre de fois où on paye les bénéfices? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ou pas? Ben ouais, je pense. Ben, il gagne 27 fois ce qu'il a investi, non? C'est ça? 27 Alors, fois. Ouais, en fait, non, c'est qu'il paye 27. Vas-y, Nadège et Steven, vous vouliez parler? Ouais, En fait, un peu, oui. Nasdaq vaut 27 fois la valeur de ce que les entreprises font, c'est ça? C'est un peu ça, mais l'idée, c'est surtout que, en moyenne, hein, c'est une moyenne le 27 fois, mais c'est que l'idée, c'est que la valorisation d'une action est comparée au bénéfice par action. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire s'il y a 1000 actionnaires et qu'ils font 1000 euros, ben, ils font le ratio tout simplement. Donc, plus il va y avoir d'actions distribuées, et donc forcément, quand on a des capitalisations boursières comme Microsoft à 3000 milliards, bon, ben, forcément qu'on va avoir beaucoup d'actionnaires. Okay, donc, quand on a ce ratio du nombre d'actions et du prix de ce que peut dégager l'entreprise par action, de bénéfices par action, ça nous sert à quoi? Ça nous sert déjà à dire, c'est toujours ce qu'on se dit, c'est que sur les marchés financiers, quand même, quand on vient acheter une action, c'est pour pouvoir percevoir du dividende. Donc, si on perçoit du dividende, ben, je suis en train de l'expliquer, Nabila. Donc, si on perçoit du dividende, c'est-à-dire qu'on vient acheter une action. Cette action, je l'achète 100 euros, par exemple. OK ? Si je l'achète 100 euros et qu'elle me rend 1 euro, bah, du coup, j'ai gagné 1%. On est d'accord ? Voilà. Donc, si vous voulez, nous, il faut qu'on aille chercher le bénéfice qu'elle produit par action pour voir, en fait, qu'est-ce qu'elle est capable de reverser par action à chaque actionnaire. Tout le monde. Voilà. Et donc, quand on achète 27 fois les bénéfices, c'est qu'on achète 27 fois plus cher l'action que ce qu'elle est capable de nous le rendre. D'accord. D'accord ? Ça veut dire qu'en gros, je paye 2700 $ pour avoir, du coup, 27 fois moins. Donc, pour avoir 100 $. Ouais. D'accord ? Donc, quand on est sur vraiment c'est un peu absurde de faire ça. Ah, mais c'est complètement absurde. Ah bon ? C'est pour ça qu'on parle de bulle, c'est pour ça qu'on parle de danger. C'est pour ça qu'on se pose des questions. Mais quel est l'intérêt de faire ça, en fait ? Mais quel est l'intérêt de faire ça? C'est qu'à un moment donné, on achète l'avenir. Ça veut dire qu'on est là, on est investi dans des entreprises où normalement on n'attend pas d'elles. Là, c'est pas Coca-Cola. T'attends pas que là, tu n'attends pas que le mec il te crache du dividende maintenant. Là, ce que tu attends, c'est de te dire, je l'achète maintenant à ce prix-là parce que je pense qu'elle a le potentiel de monter encore plus haut et que moi, si j'ai 1000 euros et que je l'arrive à la toucher à 100 $, je pourrais en avoir 10. Donc, elle me crachera 10 fois le dividende plus tard.
Alors que si j'attends qu'elle vaille 1 000 €, j'aurai qu'une seule action et donc elle me crachera une seule fois le dividende. D'accord ? Donc, du coup, là, on est dans de l'acquisition, mais on est dans de la vision du futur. OK ? L'interprétation. Dans de l'interprétation de ce que va pouvoir devenir la société. D'accord ? Et si on prend les 8 magnifiques, donc les 8 magnifiques, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Facebook, et donc après on rajoute Nvidia et maintenant on rajoute Broadcom parce que c'est des entreprises qui sont sur les semi-conducteurs. Mais bon, Broadcom, à la rigueur, on peut le mettre entre parenthèses. Si on prend au moins les 7, ce qu'on appelle les 7 magnifiques, d'accord, si on prend les GAFAM, hein, les fameux GAFAM, on a juste Microsoft que l'on paye 30 fois les bénéfices. On a Facebook, Broadcom, Google, où on paye entre 20 et 25 fois les bénéfices. Et, excusez du peu, on a Amazon qui s'achète 60 fois les bénéfices. Et Nvidia qui s'achète 50 fois les bénéfices. Je pensais que c'était plus. On a Netflix qui s'achète plus de 50 fois les bénéfices. Et Tesla, 70 fois les bénéfices. Il n'y a pas un risque d'explosion ? Ben, c'est qu'à un moment donné, est-ce que vous pensez qu'il y a un réel potentiel de faire, allez, même si on met à l'écart le côté Tesla, 70 fois les bénéfices, parce qu'on croit au changement de mode de déplacement des gens et que tout le monde entier doit passer à l'électrique. Allez, ça, on le met de côté. Est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel par exemple, pour Netflix, de faire 50 fois de plus? Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus que des films? Jamais. Est-ce que Microsoft peut faire 30 fois les bénéfices? Ils vont créer quoi de plus, à part l'IA? Et tous ces acteurs-là sont sur l'IA. En plus de ça, ils se battent tous le même gâteau. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Facebook, il faisait des réseaux sociaux, Microsoft, il faisait des ordinateurs, Apple, il faisait des téléphones, et plus ou moins, chacun avait son domaine d'expertise. Mais là, ils ont tous trouvé un nouveau créneau, et ils foncent tous dessus. D'accord ? Il y en a un qui va gagner. C'est qu'ils pensent qu'il y a du potentiel. C'est qu'ils pensent qu'il y a du potentiel. Mais, donc, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire qui peut être intéressant? C'est que on a ce Nasdaq qui est quand même sur des seuils plutôt très élevés. On a ce travail d'acquisition par les personnes, et puis après, on va se dire, OK, tiens, on va aller regarder Microsoft, par exemple, puisqu'on parle de Microsoft 30 fois les bénéfices. Bah, il est où Microsoft par rapport à son plus haut de tous les temps? Tiens, on va prendre. Voilà, ça c'est la courbe de Microsoft. Bon, la courbe, il faudrait que j'enlève ici les indicateurs. Alors attendez, je vais enlever tous les indicateurs. 2 petites secondes, j'avais pas vu qu'ils m'ont fait. C'est pas grave qu'il y ait ça. Si, parce que c'est intéressant de voir peut-être si je fais après tu vas devoir te remettre. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est plus clair. OK. Donc, si on fait ça, voilà, là, le maximum, il est vers 470 pour Microsoft. Aujourd'hui, on est à 410. Voilà la verticalité de l'action. D'accord ? Là, ça veut dire que de février 2023 à février 2025, l'action, elle est passée donc de 200, on va dire, allez, on prend au milieu de la bougie ici, de 230 $ à 410 $. 100%. Mais
surtout de 2024, hein, on est complètement vertical. Regardez le nombre de bougies rouges que l'on a, hein, si on va faire comme ça, voilà, le nombre de bougies rouges que l'on a depuis, ici on est sur janvier 23, voilà, février 23. Donc là, depuis 2 ans, voilà, il y a 2 bougies d'indécision, il y a une bougie rouge, et voilà, deuxième bougie rouge. Les gens qui ont investi dans Microsoft, ils sont heureux. Oui, on peut le voir comme ça. Ouais, on peut le voir comme ça. Si on fait Apple, ils ont doublé. Si on fait Apple, voilà Apple. Voilà, il y a une bougie rouge de plus que Microsoft. Regardez comme c'est beau quand vertical. même. Regardez comme c'est vertical. Mais c'est pareil. Là, je suis sur 1 mois. Hein. Là, je suis pas sur du 6 mois, hein, sur 1 mois. Allez, même si on met sur 15 jours. Regardez, sur 15 jours, le peu de bougies rouges que l'on a. D'accord ? Ça veut dire que tous les mois, il est bleu, quoi. Tous les mois, il monte. Voilà, je sais pas, Apple, ils ont dû sortir un truc, moi je suis pas au courant, ils ont dû faire un truc qui est fou, qui est révolutionnaire. C'est pas des acteurs principaux de l'IA. Enfin, j'ai pas la sensation qu'Apple a révolutionné l'IA. Hein. Voilà. Voilà, Amazon. Voilà. Et bon, Amazon, voilà, il est sur ses plus hauts. Donc on a dit Tesla est loin, par exemple, vous voyez, Tesla, son plus haut presque 500, on est loin de ses plus hauts. D'accord ? Si on prend Meta, plateforme, voilà Meta. Putain. Voilà. Là, on est sur Facebook. Bah, Facebook, Facebook, c'est OK. Bon, Facebook, eux, oui, ils cherchent à être les pionniers de l'IA, puisqu'il veut investir notamment énormément dans la santé. Voilà. Nvidia. Hein. Mais regardez, là, c'est janvier 2023. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu un mois rouge sur Facebook. Donc, on peut prendre comme ça, hein, on peut tous les faire. Et si vous voulez, quel est l'intérêt de le faire ? Regardez Netflix. Voilà, Netflix, depuis 2 ans, il y a eu une bougie rouge. Netflix, j'ai pas la sensation qu'ils vont révolutionner ma façon de vivre demain. Hein. Honnêtement. Hein. C'est le premier truc de films et de séries en ligne, non ? C'est ça, Oui, mais bon, ouais, c'est ceux qui font des films hein, et des séries. Bon, sur la plateforme, mais bon. Est-ce que ça révolutionne ta façon de consommer et de vivre ? Je sais pas. Peut-être de consommer le cinéma, oui. Ah, le cinéma, oui, pareil. Ouais. Et donc, pourquoi je vous montre ça ? Quel est l'intérêt de regarder ça ? C'est que quand même, sur ces GAFAM, on a Netflix, bon, 1058, il est sur son plus haut de tous les temps. Allez, on va tous les faire. On va faire Alphabet, Google. On va aller sur Google. Google, il va être sur... c'est à peu près toujours les mêmes dessins. Hein. Ah ben, tout est vertical. Oui, c'est toujours le même dessin. Ça, ça c'est sûr. On est toujours sur le même dessin. Ça, je suis d'accord. Tout est vertical. Donc, voilà. Mais on n'est pas sur... On est sur, allez, 185. Son plus haut, il est plutôt vers 210. D'accord ? Donc, il y a un potentiel de $30 encore. $30, ça fait quand même 20% là. Hein. Ça fait rien. Ils ont presque tous doublé quand même en 1 an. Non. Et là, OK, on a compris, c'est vertical, ils ont tous doublé. Par contre, là, ce qu'on regarde, c'est que Google, ils sont à 185. Le plus haut de tous les temps, c'est 210. Donc, il y a un écart de 25. Oui, de $25. D'accord ? Mais $25 sur $200, c'est 10%. C'est un peu plus même, c'est 15%. D'accord ? 15%. Donc, il y a un potentiel à la hausse de 15%. Si on prend Meta, il est sur ses plus hauts, on vient de le voir. Il est sur ses plus hauts. Si on prend Amazon, il est sur ses plus hauts. OK. Par contre, si on prend, parce que les plus grosses capitalisations, c'est pas Meta, c'est Microsoft.
Ah ouais, Microsoft 408. Plus haut de tous les temps, 467. 10% d'écart. Un peu plus, 15%. Si on prend Tesla qui est quand même aussi pas mal, 355. Plus haut de tous les temps, presque 500, 490. Ouf. Donc là, on est à même 50% presque. 25 ou 30 et 35%. 40%. D'accord? Donc en fait, tout ça pour vous montrer quoi, pour faire court, c'est que le Nasdaq, lui, il est, d'ailleurs, c'est intéressant à voir parce que ça veut dire que, vous voyez, sans faire exprès, quand même, ça veut dire que depuis février 2023, regardez, le Nasdaq, lui, c'est pareil, il a eu une bougie rouge. Tout le reste, vous voyez, c'est que du bleu. Okay. Une décision, c'est tout. Mais donc, tout ça pour regarder quoi? C'est pour regarder que le Nasdaq, il est à, lui, 1% de son plus haut de tous les temps, alors que les gros de son secteur, ceux qui pèsent des grosses capitalisations, elles en ont encore sous le pied. Ouais. Elles ont 10% encore de potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain elles se mettent à monter de 10% et à revenir sur le plus haut, mais on est à combien? On est à 30 000. Là, ça veut dire que si ça aller chercher 23 000. Mais 23 000, mais tu rigoles. Microsoft, c'est la plus grosse. Là, on parle des plus grosses capitalisations boursières dans le monde. On parle pas. Si Microsoft il se met à faire plus 10, le Nasdaq il fait plus 4 tout seul. Et tout ce que ça va tirer en même temps avec lui. Ben, je le souhaite qu'il le fasse. Non mais moi je m'en fous qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas. C'est pas. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, est-ce que c'est sain? Non. Voilà. Et est-ce qu'on va avoir ça pour avoir, si on fait ça, pour avoir après un gros sell-off comme ça, où on était à 16 000 ici en 2021 et on est allé jusqu'à 10 000 points, donc on a perdu 60% de la valeur, d'accord? Est-ce que c'est ça parce que regardez, la verticalité, je trouve que quand même, on parle de verticalité, bon, ça y ressemble quand même, ça y ressemble à la verticalité. Donc, est-ce que même ça peut être sympa, regardez, de faire ça, de le prendre et de le mettre là, pam. Est-ce que là, à un moment donné, si on le met là bien sur le W, regardez, pam, il en a encore sous le pied un peu, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment jusqu'à 18 000 où il peut taper fort, quoi. Et là, s'il retape fort à la baisse, là, ça peut... Et est-ce que ce sera pour autant, si le marché revient honnêtement vers là, par exemple, est-ce que vous trouvez que c'est graphiquement incohérent? Non. Dangereux? Mais non, puisqu'il vient sur le plus haut qu'il était avant. Voilà. Et là, c'est 16 500. OK? Donc, on est très loin de là où on est, mais voilà. Donc, tout ça pour dire que j'ai quand même des questions. Je me pose j'essaye de pas. Moi, nous, ça nous est égal. Si le marché il fait que monter, c'est pas notre problème. On n'est pas des swingers. Mais à un moment donné, on peut se poser la question de si on ne peut pas aussi, à un moment donné, arrêter la frénésie d'achat quand, en plus de ça, on a des données qui sortent et qui ne sont pas dans le sens, du coup. Exactement. Exactement, Nabila. Ce que je voulais dire, et c'est là où je veux en venir, c'est que on appelle ça une bulle quand c'est basé sur rien. Et pire que ça, on appelle ça une bulle quand on commence à avoir des signaux inverses, mais qu'il en fait qu'à sa tête, il ira quand même dans le même sens. Voilà, comme il fait là. Et là, comme il fait là. Et là, du coup, c'est pour ça que ça me fait un peu peur. Et c'est pour ça que je suis allé gratter un petit peu plus toutes les autres actions
et regarder le truc, parce que je me dis, putain, attends, c'est bizarre. Normalement, avec ce qu'il a eu cette semaine, il devait descendre. Il ne devait pas monter. Ça, je ne dis pas qu'il devait aller à 16 000 points, mais être à 21 000, même à 20 000, faire comme il a fait. même ici à 20 500, c'était très bon. Et il a eu des données qui font dire que Powell ne baissera pas les taux. On a eu Powell qui est passé devant la chambre, qui a fait son testimony, qui a répondu aux questions. Et quand il a répondu aux questions, il a dit quoi? Il a dit « Je ne suis pas pressé de baisser les taux ». Mais c'est normal qu'il n'est pas pressé. Les actions sont achetées à des prix indécents. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Pourquoi il serait pressé de baisser les taux? Et en plus de ça, parce que la Fed, elle veut, c'est pas qu'elle veut que le marché de l'emploi il ralentisse, d'accord? C'est que la Fed, c'est pas pareil quand on dit le marché, il a tendance à, au niveau de l'emploi, vouloir que l'emploi augmente, que les inscriptions au chômage augmentent. Il a tendance à vouloir ça. Mais pourquoi il a tendance à vouloir ça? C'est parce que la Fed, en fait, elle est prête à ne pas baisser ses taux et à prendre le risque de dégrader le marché de l'emploi, d'accord, pour pouvoir baisser ses taux. C'est pas qu'elle veut que le marché de l'emploi se dégrade, c'est qu'elle prend le risque, d'accord? C'est pas pareil. Donc, si le marché de l'emploi, lui, ne se dégrade pas et que l'inflation ne baisse pas, elle n'a aucun de ces deux critères de mandat qui la pousse à baisser ses taux. Si l'inflation baisse et l'emploi, lui, ne se dégrade pas, elle baissera ses taux. D'accord? Elle s'en fiche. Elle ne va pas dire, comme l'emploi ne se dégrade pas, nous, on veut absolument qu'il y ait du chômage. D'accord? Ce n'est pas ça. C'est que la Fed, elle est prête à risquer, prendre le risque que le marché de l'emploi se tende un petit peu avant de baisser ses taux, parce qu'elle considère que c'est un de ces critères qui permet d'identifier comment se porte l'économie et savoir s'il peut y avoir une reprise de l'inflation rapide ou pas. D'accord? Ce n'est pas pareil. Donc, une petite alarme. Et donc, quand on a le marché de l'emploi qui se porte bien, mais une inflation qui repart, ou un indicateur, deux indicateurs cumulés, le prix à la production et le CPI qui nous indiquent qu'on pourrait avoir une inflation un peu plus élevée qu'attendue, pourquoi voulez-vous que Powell il dise je vais baisser mes taux? Bah, il dit j'ai le temps. Lui, il dit j'ai le temps, mais le Nasdaq, il dit on s'en fout. Voilà. Donc, c'est quand même assez, c'est quand même assez original. Alors, attendez, parce que là, par contre, ça, c'est plus original que... Non, parce que le chat a quand même ouvert le sac et il s'est mis dedans. Il veut aller en voyage. Donc, voilà. Donc, du coup, on va devoir faire attention à ces chiffres sur le PCE, parce que, par contre, vous l'aurez compris, à un moment donné, si le PCE, à quel moment ce serait dangereux pour nous? Ce sera le moment où justement le marché il va partir rouge à tout va. C'est-à-dire que là, il ne faudra plus que nous on soit à l'achat et il faudra qu'on suive à la vente, tout simplement. Mais là, tu le verras, c'est-à-dire qu'on va retrouver, bon, peut-être pas comme en août dernier, mais on va avoir des sacrées sessions rouges. Et par contre, sur le Nasdaq, quand le marché, quand le couteau tombe, comme on dit, il ne faut pas venir essayer de l'attraper, quoi. Il faut vraiment l'accompagner parce qu'il va descendre, mais à une vitesse beaucoup plus rapide que ce qu'il est monté. Parce qu'il va y avoir un gros dégazage. Et pourquoi on a ça, finalement? Pour 2 ou 3 raisons. C'est que déjà, actuellement, pareillement, il y a un effet duquel on peut parler, c'est que on a un effet duquel on peut parler, c'est que les sociétés, elles achètent aussi leurs propres actions. D'accord? Si par exemple, on prend Microsoft, voilà. Microsoft, on voit bien qu'on va avoir un point bas, d'accord? Imaginons, hop, on va mettre 25K d'unités, d'accord? Voilà. On voit bien qu'ici, on a un gros point bas. OK? Tac, voilà. Ça, c'est le seuil que, en gros, les 400, là, voilà, les 400, ils ne veulent pas le casser. OK? Qu'est-ce qui se passe? C'est que
l'action, elle peut monter, mais dès qu'elle revient à 400, Microsoft eux-mêmes, bon, pas, bien sûr, c'est pas le Bill Gates qui le fait, mais il y a des institutions, il y a des fonds d'investissement, il y a des acteurs qui sont missionnés par Microsoft pour acheter. D'accord? Pour acheter, parce que Microsoft lui-même, pour plusieurs raisons. Microsoft ne veut pas que sa valo descende de trop, parce que sa capitalisation boursière, ben, c'est aussi ses encours, hein, c'est son argent qu'il y a de disponible. 2, on ne veut pas dégrader le potentiel de l'action. Hein, et en plus de ça, on considère que ça peut être un bon point d'entrée pour l'entreprise elle-même de rentrer sur ces seuils-là pour pouvoir après les revendre plus haut et générer pour elle-même un revenu. Puisque qui de mieux placé si on achète à 27 fois les bénéfices alors qu'on n'est pas dans l'instance décisionnaire, on n'est pas pouvoir de direction de la société, qui de mieux placé que ceux qui sont par contre dans le pouvoir de direction pour pouvoir croire en l'avenir, hein, forcément. Donc eux, ils considèrent qu'il vaut mieux acheter ce seuil plutôt que de le laisser descendre. Et donc là, on voit bien que tous ces rebonds-là, comme ça, hein, exactement comme le Nasdaq, c'est des seuils sur lesquels c'est très intéressant. Mais par contre, on voit qu'il teste beaucoup plus le point bas que le point haut. Pourtant, Microsoft, c'est une des 3 plus grosses capitalisations boursières du monde. Donc, voilà. C'est lorsque on peut partir, on peut partir. Alors, pourquoi aussi ça peut qu'est-ce qui peut aussi déclencher cet effet de renversement ou de changement? Ça va être aussi toutes ces taxes-là, tout ce que Trump il nous annonce ou il nous prévoit ou il laisse sous-entendre. C'est que quand même, vous l'avez certainement lu ou je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais quand Trump a annoncé qu'il allait mettre en place des mesures, ce qui était la principale crainte, rappelez-vous, c'était de dire, OK, ce que l'on ne veut pas, c'est que ces mesures-là, ce soit un effet crescendo, c'est-à-dire moi je te fais ça, toi tu me fais ça, et puis moi comme tu m'as fait ça, je te refais ça, etc. Donc on voulait qu'il n'y ait pas de surenchère dans les sanctions, d'accord, dans les taxes. Et ce qu'ont fait d'ailleurs les Chinois, c'est de dire, bon ben ok, tu veux nous taxer de 10, nous on te taxera de 15. Et astucieusement, hein, aussi ce qu'ont fait les Chinois, ils ont dit, une enquête va être ouverte sur Apple et Google pour détention de marché, en gros. Comme quoi, ils sont... ils ont le monopole, voilà. Bon, qu'est-ce qu'ils y peuvent? Je ne sais pas trop s'ils ont créé quelque chose et qu'ils ont le monopole, mais on va faire une enquête. Bon, ben, les enquêtes chinoises, je vous laisse deviner qui c'est qui va gagner ou qui va perdre dans l'enquête. Hein. Je ne sais même pas s'ils ont besoin de se défendre. C'est réglé d'avance. Là, ça, c'est pas dit parce que on veut savoir si ils ont pu avoir s'ils ont pu vraiment avoir du monopole ou pas. Non, c'est dit parce que ce qu'ils veulent, c'est sanctionner, montrer les bras pour dire, ben voilà, montrer les muscles pour dire, oh, si tu nous sanctionnes de trop, nous aussi, on peut aller taper là où ça fait mal et on peut aller taper au portefeuille de tes sociétés. Et Apple, en même temps, ne peut pas se passer du marché chinois. Et donc, si on leur dit, ben, vous avez 700 millions d'amendes, ils payeront. Et voilà, ça finira comme ça très certainement. Mais en tout cas, on fera mal au portefeuille, on fera mal là où on peut. Voilà. Et tout ça pour montrer que on va venir mettre mettre dans la politique ces entreprises-là. On ne peut pas le faire avec n'importe quelle entreprise, d'accord, forcément. Mais ces entreprises-là, elles ont un marché qui est à l'étranger aussi. Et quand on a, vous voyez, ça va être le pourcentage de revenus qui est généré dans le secteur du S&P 500, qui est généré par les 7 magnifiques en dehors des États-Unis. D'accord? Donc, en dehors des États-Unis, les 7 magnifiques, donc les entreprises qu'on regardait,
il y a 51% de leur chiffre d'affaires qui est généré en dehors des États-Unis. Et on prend Meta, Apple, Nvidia forcément, Google, Meta et Apple en tout cas, sont les plus exposés. D'accord ? Donc, si ces entreprises-là sont sanctionnées suite aux mesures de Trump par les pays qui sont non US, elles vont en voir encore plus, on va encore plus les payer cher par rapport aux bénéfices. On est d'accord ? Donc, là, c'est une façon pour les Chinois de dire à Trump, attention, si tu joues trop, nous, on va les taper là. On ne va pas taper sur tes taxes, mais on va les taper directement là où il y a l'argent. Là, je peux vous dire que le téléphone, il sonne. Hein, parce que là, c'est les présidents de ces sociétés-là, ils ont le numéro de téléphone de qui il faut. Ils n'ont pas nos numéros de téléphone à nous. Hein, voilà. Donc, il y a quand même un enjeu qui est en train de se dessiner et qui peut faire basculer aussi dans les risques politiques. Et donc ça, c'est aussi ce qu'a dit, pour finir un petit peu, Powell lors de son testimony. Il a dit deux choses qui étaient intéressantes. Donc la première, c'était cet aspect qu'il n'est pas pressé de baisser les taux. La deuxième, c'est que la politique, il attendait de voir la politique allait être mise en place par la nouvelle administration, comme tout le monde. Hein. Alors après, on connaît la méthode Trump. Je fais beaucoup de bruit et puis je lâche. Là, les marchés sont aussi beaucoup montés parce qu'il a dit finalement, je décale les sanctions plutôt au mois d'avril, on verra ça en avril. Bon, du coup, si on voit ça en avril, boum, ils ont tous acheté. Ça aussi, c'est paradoxal. Il n'a pas dit il n'y en aura pas. Il a dit on verra ça plus tard. Pas pareil. Mais le marché se dit oui, mais avec Trump, c'est toujours la même chose. Il fait beaucoup de bruit, puis après, il trouve des accords. Donc maintenant, d'ici avril, on aura trouvé des accords. Ouais. Puis peut-être que d'ici avril, on n'aura pas trouvé d'accord. On sera arrivé on aura fermé le mois de mars. En avril, on publiera les résultats des entreprises. Il suffit que les résultats des entreprises, effectivement, soient moins bons, comme ils l'ont projeté, qu'on ait des sanctions au niveau international de certains pays sur des gros du Nasdaq, qu'on ait une économie américaine qui se grippe un petit peu et qu'on reste avec des taux élevés. Je peux vous dire que là, oui, le gros rouge, il peut arriver à ce moment-là. Et c'est ça que j'ai un peu peur. Il ne faudrait pas que la bulle, elle perce et qu'elle perce trop violemment. Il faudrait qu'elle se dégonfle plutôt qu'elle se perce. Hein. Parce que le vent de panique peut arriver très vite. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'au milieu de tout ça, Powell, il a remis un petit peu le Congrès face à ses responsabilités puisqu'il a parlé de la dette. Et donc, il a dit que pour lui, les taux américains n'avaient pas non seulement baissé principalement parce que ils étaient pas montés à la base que pour. Donc ça c'était quand même fort de sa part parce que on sait que Powell et Trump ne sont pas les meilleurs amis du monde. Et là, pour le coup, on a un Trump qui arrive au pouvoir, qui dit, voilà, l'administration avant moi, elle a endetté l'État comme pas possible. Et si les taux sont montés, Powell, il nous dit quoi ? Il dit, si les taux sont montés, c'est pas non plus que pour l'inflation. C'est parce qu'à un moment donné, la dette est trop importante. Et qu'on est dans une situation où l'Amérique commence à avoir une dette qui n'est pas saine, qui n'est pas une dette qu'elle a l'habitude d'avoir ou qu'elle doit avoir pour générer son économie. Et donc, du coup, qui commence à être sur des seuils dangereux. De là à penser que le marché s'inquiète par rapport à la dette américaine, on en est très loin, on est d'accord, hein, vraiment, on n'est pas du tout là-dessus, mais reste que on a le président de la Banque centrale américaine qui dit l'État, quand même, est trop endetté. D'accord ? Voilà, ça reste notable quand même. Enfin, s'il avait dit ça, je peux vous dire, dans un marché qui n'est pas en train d'acheter du bonheur comme ça et courir dans un champ là, tout nu, en s'en foutant de tout ce qui arrive, il y en aurait quelques-uns qui se seraient gratté la tête, qui auraient dit, attendez, mais comment là ? Le président de la Banque centrale, il explique qu'on est trop endetté. Hein ?
Voilà, là, ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Bon, bonjour, allez, on met le tampon, on y va. Voilà. Bon, voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'il réitère ces propos-là trop souvent, tonton Powell. Hein, D'accord. parce que, alors là, je pense qu'il l'a fait un petit peu pour bousculer le Congrès. Et ça va dans le sens de Trump. Il faut savoir que, justement, Trump, il lance une opération pour dégraisser l'État. Parce qu'il considère que l'audit, l'État coûte trop cher. c'est ça. Voilà. Donc, et Powell, lui, il dit, on est trop endetté. Donc oui, effectivement, on est trop endetté. Alors après, bon, pourquoi l'État est trop endetté, etc. C'est pas forcément parce qu'il est trop gras, surtout en Amérique. C'est peut-être aussi parce que il y a eu il y a eu juste un Covid qui est passé par là, Donald. Mais je sais pas, il doit pas être trop au courant. Mais voilà, reste que pour l'instant, la Fed considère que. Et donc la Fed, peut-être si vous voulez, on peut prendre un peu ce temps-là. Je ne sais pas si on va arriver où c'est que je peux voir. Je peux vous montrer peut-être. Alors attendez. Je peux vous montrer peut-être. Oui. Tchac. Je vais essayer de vous montrer. Le bilan de la Fed, si ça vous intéresse. Le bilan de la Fed. L'évolution du bilan, l'évolution du bilan de la Fed, ça c'est assez intéressant aussi. Vous voyez, c'est possible ce champ. L'évolution du bilan de la Fed, voilà, le voilà. Donc là, on a quand même, vous voyez, ici, un épisode donc de Covid. On a le bilan de la Fed qui grossit énormément, forcément. Hein, on n'a pas encore l'apparition de l'inflation, on n'a pas encore, donc tout simplement, on a la Fed qui est obligée d'acheter, de maintenir les cours, tout simplement, et notamment, en plus des cours, elle est obligée surtout de prêter elle-même aux États directement parce que il y a une grosse perte de confiance, les taux obligataires s'envolent, etc., etc. Bon, ça, tout ce passage-là, je vais vous le passer. C'est pas trop l'intérêt du truc. Et après, on a une phase de marché où on monte les taux et on dit on va réduire le bilan, d'accord ? Et on essaye de réduire le bilan tant bien que mal. Et là, on commence à revenir. Vous voyez, on est là. On commence à revenir sur le seuil de quand on sort du Covid. Vous voyez, mai 2020, on est à 7 millions. Et là, on commence à revenir en dessous des 7 millions. Là, si on le prend là, vous voyez, on vient de passer en dessous des 7 millions en février de 2025. Ça, c'est des milliers de milliards. Okay, donc, du coup, 6 800 milliards de dettes, c'est ce qu'a la Fed actuellement. Pourquoi la Fed, en fait, elle parle de dire que on a un bilan, enfin, on a un seuil d'endettement qui est trop important, c'est parce qu'elle veut réduire ce bilan, d'accord ? Elle est obligée d'essayer de le réduire. Quel est son intérêt de le réduire ? C'est tout simplement déjà de dégorger l'État, parce que elle, forcément, quand elle a réencaissé les dettes et tuer cette monnaie qui a été générée, ça l'aide à lutter contre l'inflation, d'accord ? Puisqu'en fait, cette monnaie qu'elle a injectée, ces 6 800 milliards, sont dans le circuit. Comment on fait pour créer la monnaie ? On l'injecte, donc c'est la banque centrale qui va venir l'injecter, le prêter et faire des appels de dette. Et donc, quand elle est venue elle-même, c'est pour ça que quand on dit, par exemple, vous avez dû entendre quand nous, notre dette, elle faisait un peu la une des journaux, on avait la BCE qui disait, nous, on n'est pas là pour assurer la dette de chaque pays de l'Union européenne, et donc on ne peut pas intervenir parce que c'est la dette française. Oui, c'est d'accord, elle n'intervient pas directement, mais comme elle-même, elle va sur les marchés et elle achète de l'obligation, forcément, elle achète aussi. C'était nul de dire ça parce que quelque part, elle ne peut pas bloquer certaines dettes, mais comme elle est un de ceux qui vont l'acheter, elle va forcément
contribuer au fait qu'il y ait une demande en face de l'offre qui va être offerte par le pays en question, et donc elle va limiter l'emballement de cette dette, hein, et le fait que cette dette, que le taux de cette dette augmente, d'accord? Et donc, ce qui était assez intéressant, c'est que Powell, il est venu nous dire qu'en gros, non seulement les taux, la Fed avait été obligée de monter les taux et donc les taux 10 ans, les taux d'obligation étaient eux aussi montés, non seulement à cause de l'inflation, mais aussi à cause de cette création de dette qui peut être un vrai sujet et qui chaque année amène le Congrès américain à voter un budget ou à voter un seuil de la dette plus élevé, etc., pour éviter d'avoir des fonctionnaires qui ne soient pas payés et qui soient renvoyés chez eux. C'est arrivé, ce qu'on appelle les fameux blackouts, c'est arrivé aux États-Unis où des administrations disent, ben voilà, c'est fermé. C'est fermé jusqu'à la fin du mois, on est le 25, il n'y a plus d'argent pour payer, vous rentrez chez vous et on réouvrira le premier du mois suivant. Voilà. Donc ça, c'est pas encore arrivé en France, mais aux États-Unis, c'est déjà arrivé. Et donc, voilà. Là, l'enjeu pour la Fed, c'est de baisser cette exposition, hein, donc ce bilan, hein, le bilan de la Banque centrale. Et donc, il faut essayer pour elle de le baisser un maximum. Et c'est pour ça, je pense, qu'il a voulu aussi, Powell, un petit peu bousculer les codes quand il a dit ça. C'était pas forcément pour aller dans le sens de Trump, mais c'était plus pour justifier que, une fois de plus, il n'était pas non plus pris par le temps de baisser ses taux, parce que tant que finalement le bilan n'avait pas atteint un seuil intéressant, il ne pouvait pas se permettre de baisser les taux trop rapidement pour être en corrélation avec le marché. Voilà. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on évoquera dans un autre travail des cartes, parce que vraiment la partie bilan et dette, il y aurait besoin d'une heure au moins pour en parler, quoi. Voilà, à moins que vous vouliez qu'on le fasse maintenant, moi ça m'est égal, mais voilà, c'est voilà. Bon, donc du coup, vous l'aurez compris, moi je pense que quand même, nous on s'en fout, on va pouvoir être dans le sens et continuer à être à l'achat, c'est pas le souci. Si du moins je devais être un swing, si du moins je devais prendre des positions longues sur le marché, je vous avoue que j'aurais du mal à les prendre à l'achat, parce que je me dirais quand même que ça peut être chaud. Longue, t'appelles ça comme le day trading ou un truc comme ça? Oui, si je prenais même longue d'un trimestre ou de 6 mois. Voilà. Si on devait faire ça, si je devais le faire, je me sentirais pas vraiment à l'aise d'acheter ces actions à ces prix-là, si élevés, alors que voilà, on n'est pas, j'ai pas la sensation qu'on soit encore disons qu'on n'a toujours pas eu cette phase un petit peu de retournement, de consolidation qui permettrait de confirmer qu'on peut repartir. De confirmer qu'on peut repartir, exactement. C'est exactement ça. Voilà. Donc, alors attendez, je regarde s'il y a des questions. Non, ça va, il n'y a pas de questions. Donc voilà, après, graphiquement, non, c'est pas hyper imprévisible, c'est couteau. Là, si tu veux, le fait que ce soit tombé sur une news qui normalement aurait dû faire baisser et qui n'a pas fait baisser le marché parce que le marché a eu envie de l'interpréter d'une autre manière, en se rattachant comme il pouvait à certaines bonnes nouvelles, il y a eu cet effet de pam, pam, pam de liquidation de certains gros portefeuilles, à mon sens. Peut-être je me trompe, hein, mais il y a eu cet effet de liquidation, je pense, ou du moins de gros contrats. On l'a vu dès le vendredi, c'était plus du tout le cas le vendredi. Et là, le vendredi, on était dans le fameux bad news is good news, où on a eu cet effet, la consommation des ménages ralentit, donc on peut repartir de l'avant et ça l'a aidé à continuer de monter. J'ai une question. Oui. Tu disais les gros portefeuilles sont dans l'obligation de prendre comme tu dis, d'être à l'achat pendant longtemps.
C'est combien longtemps? 2 mois, 3 mois? Non, C'est des obligations pas, de combien? ils doivent être en position, c'est par semaine, ils doivent avoir au moins 70% de leur portefeuille en position sur des semaines glissantes. Donc, c'est pas qu'ils doivent avoir des positions longues. C'est pour ça qu'ils compensent avec un VIX. D'accord. Parce que si tu veux, comme eux, ils ne peuvent pas forcément liquider la position. Et donc, ils ont, si tu as 700 millions d'euros ou 700 millions de dollars, bon, si tu en liquides 100 millions, nous, on va voir des grosses bougies, et eux, il leur en reste quand même 600 millions encore. Donc, ils sont obligés peut-être de prendre ça pour réassurer une couverture pour que si à un moment donné, il y a un changement de cycle, eux, ils aient travaillé le prix de revient, ils aient encaissé sur un seuil qui leur semble être un seuil élevé, et ils pourront laisser redescendre la plus-value latente pour pouvoir après re-rentrer sur un prix qui est cohérent. Et bon, il faut se dire qu'eux, ils sont rentrés, quand on regarde quand tu regardes là les Microsoft, tu vois, je peux te dire qu'eux, ils ne sont pas rentrés comme nous, on le regarde. Hein. Eux, ils sont rentrés vers ici, ça valait 70 balles ou 80 balles. Hein. C'était en 2019, hein. C'était pas il y a si longtemps que ça. Hein. D'accord ? C'est parce que là, on est vraiment dans la tendance, le Covid a tout changé, on fait des visios, regardez ce qu'on est en train de faire nous. Mais ça se faisait pas il y a 7 ans de ça. Il y a 7 ans de ça, les gens, ils voulaient faire une réunion, ils ne faisaient pas un webinaire. Ils ne savaient pas comment ça marchait. La plupart découvraient Zoom. OK ? Maintenant, si je vous dis tous, on se fait un Zoom ce soir, ben, ça ne vous semble pas OK, vous savez ce que c'est, vous savez faire. Il y a 7 ans de ça, la plupart, ils disaient, ah, là, attends, comment on fait ? Voilà, c'est ça qui a changé. D'accord ? Eux, ils sont rentrés là. Donc, eux, ils peuvent laisser dégonfler. Tu vois ? Parce qu'ils ont un prix moyen qui est très bien placé. D'accord ? Donc, ils vont profiter de se dire, bah, OK, on liquide un petit peu là-haut, et si on en reprend quand il est à 300, là, tu vois, ou quand il vient à 250, parce qu'ils posent un prix moyen à 150, ils s'en foutent. Mais pour le temps où ça va descendre, pour pas que ils aient une perte sèche, ils le compensent avec le VIX. Ils le couvrent. Donc, ce qu'ils perdent ici, en fait, ils le regagnent sur le VIX. D'accord. OK. En se disant, je ne lâche pas mon action parce que je pense qu'elle peut, par exemple, venir à 300 et rebondir et aller chercher 500 dans 1 an ou dans 2 ans. Et comme de toute façon, lui, il doit être en position pendant ces 2 ans, tant qu'à faire, voilà, autant la garder. Hein. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Autant qu'elle rebondisse bien au-dessus de son prix à lui. Voilà. C'est clair comme explication, Jérôme ? Oui. Jérôme ? Ouais, c'est clair, c'est nickel. Voilà. Donc, ce qu'on va pouvoir un petit peu... Bon, niveau graphique, qu'est-ce qu'on peut regarder ? Alors, attendez, on va... Hop, je vais mettre le Nasdaq. Hop, Nasdaq. Ouais, que se marquer. Alors, ce qui était hyper intéressant quand même, regardez, c'est que là, on a 2 droites, une droite ici, une droite ici. Regardez comme elle nous marche bien. Là, franchement, c'est du... Il faudrait qu'on arrive à les grossir. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Mais celle-là en point haut, bam, ici, le 22 janvier, bam, 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 et ici. Et celle-là en point bas, encore le 3 février. Et là, à la montée, regardez, comme c'est quand même fou, c'est-à-dire si je la prends, même si, je ne sais même pas si je l'ai, oui, je l'ai en 15 minutes, peut-être même en minutes, je ne sais pas si je l'aurai en minutes. Ah si, parfait. Regardez, en 1 minute. Regardez ça. Elle vient, elle le franchit un tout petit peu et boum. Et après, quand elle l'a franchi, hop, elle revient s'appuyer dessus. Regardez là. Pile précisément, hein, 110, là, comme on était, là.
elle est revenue s'appuyer, et boum, elle est repartie. Hein. Voilà, là, il a essayé de faire le M, et boum, il a pété vers le haut. Et ça, c'était marché ouvert. Hein. Ah non, c'était à 2 h du matin, pardon. Voilà. Donc, et après, il me semble qu'il est revenu, voilà, il est revenu dessus, marché ouvert. Vous voyez, là, ça c'était à l'ouverture, pardon. Parce que je sais que je l'ai vu marché ouvert. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Regardez. Là c'est marché ouvert. Là, on est à 15 h. Vous voyez, là, 15 h et quelques, là. Ouais. Voilà, regardez comme elle marche bien. Boum, 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 boum. Ouais, c'est le sang, purée, ouais, le sang. Que on n'a pas pris et ça a payé. Ouais. Donc là, à force, ben, là, je peux vous dire que ça, là, du coup, ben, là, quand ils vont remonter et qu'ils aillent même à 400, peu importe, ou à 23 000, en tout cas, le jour où ils vont revenir dessus, ça marchera. Hein. Parce que là, boum, 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 Par boum. contre, Là, on il y a des avait dit le acheteurs qui ont 21 mis, cents, s'il explose, il tombe. C'est ça, hein, on avait dit ça. 21, hein, là, on est à 22. Hein, ouais. Okay, d'accord. Voilà. Et là, ce qui peut être intéressant en plus, et regardez, ce qui est vraiment pas mal, je trouve, c'est que si on fait ça, vous voyez cette droite, bam, bam. Là, quand on est parti, la dernière fois qu'on l'a passé, directement, plus haut de tous les temps. Direct, boum, non-stop. Donc là, on s'était dit si elle a 20 200, souvenez-vous. Pourquoi 20 200? Parce que c'était le point bas là qui avait fait le seuil et qui avait été ici le seul blocage. Et il l'a fait. Il est venu toucher. D'accord. Voilà, il l'a fait ici. Donc là maintenant, ben, il lui reste plus que la moitié à aller chercher. Et il peut au moins venir à 380 là en haut. Donc, je pense que demain, c'est fermé, mais il y a quand même les Européens qui viendront et les accros qui viendront. Donc, du coup, demain, on devrait pouvoir aller chercher alors, ça nous ferait quand même 1%. Bon, 1%, c'est peut-être un peu chaud. Mais pourquoi pas? On pourrait aller chercher le 3,80. Vous voyez? Ça nous ferait 150, 104. En touchette, pas clôturer dessus, mais en touchette, et revenir après vers les 22 200, comme si rien ne s'était passé en tentative. Mardi, on aurait donc ça, je vais me l'écrire. Donc lundi. Tu vas mettre le post-it sur le téléphone? Ouais. Alors, je ne l'écris pas. Merci. Donc, soit on va chercher 22 380, soit on revient tester les 22 100, d'accord, demain, parce que de toute façon, il ne se passe rien, donc on n'aurait pas à avoir un changement, un basculement. Mardi, ben, le seul qui peut nous surprendre, c'est le discours de Trump hein, à 21 h. Et donc, ben, généralement, apparemment, quand Trump parle pour l'instant, ils aiment. Donc, du coup, mardi, je pense que Trump, s'il ne nous parle pas des taxes, s'il ne nous fait pas de coup de folie, il nous amènera à 22 500. Ça va faire un peu comme si c'était Powell, hein, c'est ça? Ah, pas un peu, non, ça va faire plus fort. D'accord. Selon ce qu'il dit, Ouais. s'il dit rien, s'il parle d'immigration, tout le monde s'en tapera les hein. D'accord. Mais s'il parle de taxes, forcément que voilà. Mercredi, selon si on est monté, on reviendra tester le point bas. Et si on n'est pas monté, on reviendra tester le point haut. Hein. Donc, mardi soir avec Trump.
Mercredi, donc du coup, mercredi, les minutes de la Fed. Donc si on montait, on revient sur le 22. Donc, pour moi, si mercredi, si on est monté avec Trump le mardi soir, par exemple à 22 500, ben, le mercredi, on peut revenir à 22 200. Hein, et si on est descendu, je pense que le blocage, on l'aurait plutôt vers 21 900, 21 800, là, entre les deux, plutôt 900. Et donc, on pourrait revenir sur 22 000 ou 22 100. Et donc, en attendant, en fait, forcément, ils vont attendre le PMI jeudi, vendredi. Jeudi, on restera dans un range. De toute façon, pour moi, on va rester plutôt dans une même zone. Et le PMI, même le PMI, ne pourra pas quitter la zone. Il ne pourrait pas descendre jusqu'au 500, hein, comme il a fait là où il y a le numéro 13. Là. C'est pas possible. C'est bas. Hein. 21 500 là. Là. Voilà, là, il faudrait quand même qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Hein. D'accord. Ouais, et encore, il descendrait en ligne droite, mais il nous ferait comme ça, et hop, il le réintégrerait dans la semaine, puisque de toute façon, ils font que ça. Donc, voilà. Et là, cette semaine, il n'y a pas d'enjeu majeur. Alors, oui, sauf si Trump nous dit je vais péter la gueule à tout le monde. Hein. Bon, ben là, ok, forcément, vous avez bien compris que. Mais là, normalement, il parle plus pour dire qu'il amène la paix à l'Ukraine et que c'est lui qui va redistribuer les cartes et redessiner. Là, il est parti dans un dessin du monde. Là, il veut récupérer la Palestine, il veut récupérer l'Ukraine, il veut voilà, redessiner les cartes. Donc, c'est bien. Il a envie de faire un peu de dessin. Nous, si ça nous laisse tranquille, hein, s'il fait ça sur le Nasdaq, et forcément l'impact que ça aura, hein, puisque le marché est dans cette idéologie de toute façon de tout voir positif, c'est que l'impact que ça aura, c'est que si effectivement on a un traité de paix cette semaine entre l'Ukraine et la Russie, ça veut dire réouverture du gaz pour tout le monde. Enfin, c'est-à-dire que surtout on arrêtera de faire semblant d'acheter le pétrole aux Indiens, hein, puisque les Indiens sont devenus un des pays les plus, un des 3 pays principaux exportateurs de pétrole, c'est bien connu, il y a beaucoup de gisements de pétrole en Inde, donc du coup, on arrêtera de faire semblant de leur acheter à eux pour aller directement se servir auprès de lui, et donc du coup, ça aura pour le Nasdaq un effet de se dire, finalement, les prix à la production qui étaient montés, vu que maintenant on a trouvé cet équilibre au niveau de l'énergie, fabuleux, ça va baisser. Et donc, s'il y a un traité, autant normalement le Nasdaq n'est pas directement concerné par la guerre en Ukraine, autant ça va les aider à trouver du positif pour monter. Ça, c'est sûr. Donc, à voir si on a ça qui tombe. Oui, là, le plus haut de tous les temps, il sera percé amplement. Parce que c'est vrai, toujours plus haut. Putain, c'est fou. Hein. Mais allons-y. Voilà. On va vite fait, si vous voulez, juste regarder. Je vais juste regarder le calendrier économique de la semaine d'après. Et la semaine prochaine, vous aurez la chance d'avoir le travail des cartes réalisé par Mélina, qui vous permettra de faire le travail des cartes, comme moi je ne serai pas là. Donc, hop. Donc, je vous encourage à venir le faire avec elle. Elle me l'avait fait une fois. Et l'analyse graphique qu'elle propose est en plus très, très pertinente. Alors forcément, peut-être dans la psychologie de marché, bon, il faut un peu plus de temps pour s'en accommoder, mais en tout cas, dans l'analyse graphique, elle est toujours sur les bons points. Donc, vraiment, venez y participer, parce que elle saura vous dire ce qu'il faut. Une fois, elle l'avait fait, et elle ne s'était pas trompée. Mais non, elle est très, très bien sur l'analyse graphique. On était 2 ou 3, je ne sais pas plus. Je ne sais pas pourquoi. On était un plus petit groupe.
Voilà, bon, ben là, l'élément clé, ce sera ça. Oui, c'est Hein. vrai. Voilà, ce sera ça, le PCE Core, le 27 février. Voilà. Et là, le 28 février, le PCE Core, la publication. Donc, la semaine d'après, attention, parce que si ce PCE ne sort pas dans les attentes, hein, ça, voyez-le avec elle dans la psychologie de marché, comme elle n'est pas là ce soir, vraiment rappelez-lui, c'est que là, vendredi 28 et déjà jeudi 27, selon comment la tendance commence à arriver, quand il va sortir le PCE, là, s'il les déçoit, parce que là, eux, en fait, vraiment s'attendent à ce que ce PCE soit plus faible qu'attendu. Parce que comme le mois dernier, il était un peu au-dessus des attentes, alors que le PCI, le CPI était plus bas, et que c'est dû, en fait, au fait que les prix à la production avaient mal été évalués, là, les prix à la production ont baissé, donc il faut que le PCE Core baisse. S'il ne baisse pas, Aïe, aïe, aïe. j'espère qu'ils vont. Enfin, j'espère. Hormis qu'ils trouvent encore du positif là-dedans. Hein, et voilà, on verra. Mais normalement, ils vont tirer la chasse d'eau. Voilà. D'accord. OK. Voilà à tous. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais c'est le moment. Profitez-en. Moi, je n'ai pas assez parlé. Merci beaucoup. Et là, et quand je reviendrai, j'essaierai de vous faire un travail des cartes sur les bilans des banques centrales, peut-être que vous compreniez, si ça vous intéresse, ou peut-être je ferai une vidéo et je vous la posterai pour ceux qui sont intéressés sur les bilans des banques centrales, quel est l'intérêt et l'enjeu du bilan des banques centrales. Ouais. Si ça vous intéresse. Ouais. Merci. Allez. J'espère que c'était assez clair pour tous. Et puis voilà. Super. Merci. Passe de bonnes vacances. Bonnes vacances. Je te verrai demain. Je vais te voir demain ou pas? Je pense pas.